J'ai été continuellement consterné par les bêtises pseudo-scientifiques filées par les experts autour des structures anciennes. Je suis tout particulièrement agacé par la montagne d'ordures de la taille de l'Everest qui a été publiée au sujet de la Grande Pyramide. Les anciens Égyptiens nous ont laissé des dossiers complets sur tout, des mariages aux mauvaises récoltes, mais pour une raison mystérieuse, ils n'ont pas pris la peine de produire un seul papyrus expliquant comment les pyramides ont été construites, quand et par qui. Les archéologues se sont donc livrés à un grand jeu de devinettes pendant des siècles, ignorant souvent tous les faits connus dans leur lutte pour étayer leurs propres hypothèses. Les gribouillages sur des pierres aléatoires, des graffitis laissés par d'anciennes bandes de travailleurs, ont souvent été acceptés comme preuve concluante de l'identité des occupants du tombeau. Le dessin d'une horde d'ouvriers tirant une énorme statue avec des cordes est considéré comme une preuve de la façon dont les énormes pierres des pyramides étaient déplacées. Le travail de la Grande Pyramide est impressionnant et généralement supérieur à celui des autres pyramides. On a beaucoup parlé du fait que le plus gros bloc de la pyramide pèse environ 80 tonnes et la question reste posée. Comment les anciens Égyptiens ont-ils déplacé ces énormes blocs des carrières situées à des centaines de kilomètres de là? La plupart des pyramidologues négligent d'autres pyramides plus petites qui contiennent des pierres pesant 2 fois plus que le monolithe de la Grande Pyramide. Étonnamment, plusieurs des petites pyramides posent des questions bien plus déroutantes que celles proposées par la Grande Pyramide. Nous savons maintenant que la construction des pyramides était autrefois une pratique universelle dans le monde entier. Il y a plus de 6000 ans, des peuples inconnus ont assemblé de grandes pyramides au Mexique. De gigantesques monticules artificiels ont été construits en Chine, en Grande-Bretagne, en Amérique du Nord et sur des îles éloignées du Pacifique, alors que les Égyptiens vivaient encore dans des huttes de terre le long du Nil. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des pilotes ont rapporté avoir vu une ou plusieurs pyramides massives se dresser silencieusement dans les vallées himalayennes isolées. La plupart de ces premiers monticules ont été construits lentement, par couches, sur une longue période de temps. Chaque année, lors de fêtes religieuses spéciales, les indigènes se rassemblaient pour transporter laborieusement des paniers de terre et de pierres vers les monticules et compléter une nouvelle couche. De Babylone à l'Amérique du Sud, il était d'usage d'ériger un temple spécial au sommet du monticule ou de la pyramide. La jeune fille locale la plus belle était alors choisie pour attendre dans le temple la visite d'un dieu mystérieux. Le dieu était censé descendre du ciel et avoir des relations sexuelles avec le sacrifice. Des tables, des chaises et des lits en or massif étaient placés dans ces chambres nuptiales cosmiques, car selon la légende, les dieux étaient en accord avec la fréquence de l'or. Ceci est également souligné dans la Bible. Les tribus errantes d'Israël se sont donné beaucoup de mal pour construire des objets en or qu'elles laissaient aux dieux sur les sommets des montagnes. Les enfants nés de liaisons surnaturelles se voyaient attribuer un statut spécial en tant que souverains. Ils étaient des dieux-hommes aux yeux de leurs adeptes. Qui étaient donc ces dieux sexy d'antan? Étaient-ils des astronautes d'une autre planète qui voyaient notre monde comme une sorte de Playboy Club céleste? L'or dans tout le monde antique était considéré comme un métal sacré. Les dieux nous ont mis au travail pour extraire ce minerai de l'Afrique jusqu'au Brésil. Nous avons fabriqué ces objets sacrés à partir de ce métal et nous les avons laissés dans les temples et les tombes où, soi-disant, les dieux sont apparus et les ont emportés. Dès le début, l'homme a été utilisé comme de la main-d'œuvre esclave afin de fournir aux divinités l'or et les femmes qu'elles consommaient avec avidité. Cette idée est universelle dans d'innombrables légendes de toutes les régions du monde. Les pyramides et les monticules faisaient partie d'un système mondial destiné à servir les dieux et pas seulement à les adorer, à une exception près. Pour autant que nous sachions, les pyramides égyptiennes ne faisaient pas partie de ce système. Il n'existe aucune trace indiquant que des vierges égyptiennes étaient laissées dans les chambres des pyramides, entourées de meubles en or, pour attendre l'arrivée d'un astronaute en manque de sexe. Le résidu de ces anciennes croyances est toujours présent. Nous équipons encore nos églises d'objets en or et nous embellissons même leurs plafonds avec de la feuille d'or. Les empereurs et les rois de nombreuses régions du monde, comme le Japon par exemple, se disent encore les descendants directs des anciens dieux du ciel. Sur une longue période, le système des temples a dégénéré et la démonologie est intervenue. Les jeunes filles se faisaient désormais découper le cœur par des prêtres aux yeux sauvages sur les marches des anciennes pyramides. Certaines cultures sacrifiaient des animaux. Jusqu'à une époque récente, la religion était la force unique la plus importante sur cette planète. Les hommes souffraient d'incroyables difficultés et accomplissaient volontairement le travail le plus ardu pour prouver leur foi. La construction des monticules et des pyramides n'était sans doute qu'une autre démonstration de la foi. Les dieux des anciens temps étaient plus craints qu'aimés et leur société tournait entièrement autour des rites et des pratiques religieuses. Presque tous les grands monuments et structures de l'ancien monde qui subsistent aujourd'hui étaient de nature purement religieuse. Les hommes vivaient dans des huttes d'herbe tandis qu'ils construisaient de puissants temples de pierre et d'or pour leurs dieux. Les grandes villes ont été érigées non pas comme des centres de commerce mais comme des centres de culte. Chaque année, les croyants devaient parcourir de nombreux kilomètres pour se rendre dans ces centres afin de contribuer au projet de la pyramide locale. Peut-être ont-ils aussi été les témoins de manifestations mystérieuses qui ont renforcé leurs croyances. Des études portant sur des milliers d'observations d'ovnis modernes ont permis de découvrir que les énigmatiques soucoupes volantes
ont tendance à apparaître sur les 21e ou les 24e jours du mois. Ce schéma était vrai en 1879 ainsi qu'en 1987. Des lumières étranges et des objets aériens ont également été fréquemment observés dans l'Antiquité et étaient probablement concentrés autour des mêmes jours du mois. Par coïncidence, les plus grandes fêtes païennes de l'Antiquité étaient le solstice d'été et d'hiver, le 21 juin et le 21 décembre. Ce sont les jours où le soleil n'a pas de mouvement vers le nord ou le sud et semble s'inverser. Les jours deviennent plus longs ou plus courts. Le solstice d'hiver est devenu la fête la plus importante dans la plupart des cultures et était généralement célébré le 24 décembre, 3 jours après l'événement. Stonehenge et de nombreux autres monuments anciens étaient soigneusement alignés avec les mouvements du soleil et des étoiles afin que les prêtres puissent déterminer l'heure des solstices. L'apparition de lumière et d'objets mystérieux pendant les fêtes était sans aucun doute considérée comme une activité pieuse. Bien que personne ne sait avec certitude quand est né le Christ, les chrétiens ont finalement choisi de célébrer son anniversaire lors de la fête romaine des Saturnalis, autrement dit le 25 décembre, qui correspond au solstice d'hiver des calendriers antiques. C'était une tradition d'échanger des cadeaux à Saturnalis. Aussi, les premiers dirigeants chrétiens, intelligents et sournois, ont-ils poursuivi cette tradition tout en changeant le sens de la fête. Ces mêmes chrétiens intelligents ont réussi un autre coup d'État en déclarant que le Christ était mort à l'époque de l'équinoxe de printemps, quand le jour et la nuit sont de longueur égale. C'était déjà une ancienne fête païenne rendant hommage à notre vieille amie Ashtar, connue sous le nom de Istre par les anglo-saxons. En tant que déesse de la fertilité, il était naturel qu'elle soit associée aux lapins et aux œufs. Là encore, les chrétiens ont adopté des caractéristiques de cette fête tout en modifiant le sens. Ainsi, deux des plus importantes fêtes de l'Antiquité, basées sur l'observation du soleil à travers les henges et les roues de médecine, ont été perpétuées par les nouvelles religions chrétiennes. Là où les hommes se réunissaient autrefois dans les forêts et les lieux saints pour offrir des sacrifices au solstice, les adorateurs modernes ont involontairement poursuivi les traditions anciennes en se rassemblant dans les bâtiments aux plafonds voûtés et aux piliers cannelés destinés à imiter l'atmosphère des forêts aux mêmes dates. Dans certaines religions, le vin a remplacé le sang qui était bu lors des anciennes cérémonies païennes et de nouvelles légendes ont remplacé les anciennes. Les anciens Égyptiens avaient des méthodes qui ont maintenant été perdues. Ils étaient capables de transporter les énormes blocs sur des centaines de kilomètres, puis de les soulever pour les mettre en place. Les mêmes méthodes ont peut-être été utilisées pour déplacer les pierres géantes de Stonehenge en Angleterre et les blocs de construction des mystérieuses structures trouvées dans les Andes en Amérique du Sud. Il devait y avoir une seule culture mondiale à un moment de l'histoire ancienne. Nous faisons une grande injustice à nos ancêtres en désignant un projet solitaire, la Grande Pyramide, comme méritant notre admiration. Une chose ou une autre a inspiré les anciens à réaliser des prouesses de construction incroyables. La source de cette inspiration était-elle les apparitions divines ou les astronautes venus de tout le cosmos? Toute l'humanité a-t-elle été un jour l'esclave de ces dieux mystérieux? Dans le langage ésotérique de la communauté du renseignement, un dormeur est un espion qui est délibérément maintenu inactif pendant des années tout en vivant sous couverture profonde. Il ou elle reste sur la liste de paye mais ne fait pas de véritable espionnage jusqu'à ce que finalement, parfois des années après, l'organisation ait un besoin particulier. Par exemple, il a récemment été révélé qu'un espion est-allemand avait été envoyé en Allemagne de l'Ouest pour y vivre et accomplir une mission spécifique. Son travail consistait à former sa propre fille de 5 ans et à la promouvoir, une fois qu'elle aurait grandi, à un poste de secrétaire dans un bureau du gouvernement ouest-allemand. Cela semble incroyable, mais ce genre de planification et de manipulation à long terme est courant dans le monde obscur de James Bond, celui du renseignement et de l'espionnage. Les dormeurs sont implantés dans toute notre société. Certains vivent et travaillent dans une communauté pendant 20 ans ou plus, acceptés par tous comme enseignants, journalistes ou hommes d'affaires, tirant un chèque mensuel d'une agence en plus de leurs revenus réguliers, et attendent le jour où ils pourraient être soudainement appelés à ouvrir un coffre-fort, à prendre des photos furtives, ou même dans des cas extrêmes, tirer sur quelqu'un entre les deux yeux. Candy Jones, le célèbre mannequin, la star des talk-shows radio de New York, était une dormeuse d'un genre légèrement différent. Grâce à l'hypnose et aux drogues, la CIA l'a transformée en espionne sous couverture. Elle a été envoyée en mission dans un état de transe, utilisant un faux nom et même, croyez-le ou non, une fausse personnalité qui lui a été donnée par des techniques de lavage de cerveau. À son retour de ses missions, elle a repris sa vie et sa personnalité et n'a plus aucun souvenir de ses escapades d'espionne. Elle a été victime d'une pratique de renseignement qui a été utilisée pendant 40 ans. Dans les années 1960, j'ai découvert à mon grand étonnement que les dormeurs sont fréquents dans le phénomène des ovnis. Comme Candy Jones, les gens ordinaires déclarent être employés pour affecter toutes sortes de missions, mais n'ont aucun souvenir conscient de ces missions lorsqu'ils retournent à leur vie normale. Dans la terminologie des contacts, on dit qu'ils ont été utilisés. Comme tous les contacts, ces dormeurs ont deux caractéristiques importantes. Ils ont des capacités psychiques latentes ou actives et ils sont très influençables, c'est-à-dire qu'ils sont facilement hypnotisés. Très souvent, comme je l'ai souligné dans mes différents articles et livres, un faux souvenir ou une confabulation est planté dans leur esprit pour rendre compte des périodes pendant lesquelles ils ont été utilisés. Une personne qui n'a aucun souvenir d'une semaine, par exemple, revient avec la vive impression qu'elle a été emmenée sur une autre planète. L'esprit humain est tel que des couches peuvent être déposées dans l'inconscient.
La confabulation remplit la couche supérieure tandis que les souvenirs des impressions sensorielles de l'expérience réelle sont cachés dans une couche plus profonde. Un chercheur inexpérimenté utilisant l'hypnose n'atteint que la confabulation de surface et ne tente même pas d'atteindre les couches inférieures. Une fois que l'amateur a ramené la confabulation à la surface, la couche cachée est enterrée plus profondément que jamais et devient presque impossible à atteindre. Comme dans le renseignement conventionnel produit à la Candy Jones, le dormeur doit d'abord être hypnotisé ou drogué pour entrer dans une transe profonde. Les transes suivantes sont facilement induites par un déclencheur. Les déclencheurs peuvent prendre de nombreuses formes. Un son à une hauteur spécifique peut faire basculer la victime en transe. De tels sons peuvent même être transmis par téléphone. Des lumières clignotantes selon un schéma spécifique peuvent très bien faire l'affaire. Ou même un simple mot ou une commande peut être utilisé. Après que le docteur Benjamin Simon ait hypnotisé Betty et Barney Hill, il a pu les mettre dans un état hypnotique en disant simplement « Transe, Barney ». Madame Nebel entrait souvent en transe spontanément lorsqu'elle se regardait dans un miroir. Dans d'innombrables enregistrements d'OVNI, nous constatons que le matériel caché a en fait pris le dessus sur l'esprit conscient, amenant la personne contactée à assumer une personnalité entièrement nouvelle et, dans des cas extrêmes, à se déclarer être une personne de l'espace. Ce qui est effrayant dans tout cela, c'est que chaque nouvelle vague d'OVNI peut amener plus de gens sous le contrôle caché de ce phénomène. Nous n'avons aucun moyen d'estimer combien de dormeurs il peut y avoir après 40 ans d'observation d'OVNI, et nous n'avons aucun moyen de découvrir les déclencheurs utilisés. Nous pouvons dire que presque chaque personne qui développe une obsession pour les OVNI a été soumise à une forme ou à une autre de traitement à un moment donné de sa vie. Il y a quelques années, la communauté du renseignement a découvert des moyens de produire les mêmes effets par l'hypnose, les drogues et les techniques de lavage de cerveau. Mais il est très peu probable, voire totalement impossible, qu'une nation puisse ou veuille utiliser ces méthodes sur des populations entières. Ce sont peut-être les études de la CIA sur les contacts avec les ovnis qui leur ont donné l'idée et qui ont conduit à la création de dormeurs comme Candy Jones. La plupart des projectionnistes astro prétendent être escortés dans le monde étrange du super-spectre par un guide. Ces guides ressemblent généralement à des Indiens ou à des lamas tibétains et guident soigneusement la conscience errante. Certains contacts ovnis ont une EBO, traduisant en français expérience du hors-corps, sans le comprendre. Seuls dans une forêt ou un désert, ils ont été zappés par l'énergie du super-spectre, sont tombés en transe et leur conscience a été conduite dans la zone crépusculaire par des êtres étranges qui se sont fait passer pour des hommes de l'espace. Bien que l'expérience ait semblé très réelle à la personne contactée, il s'agissait d'une aventure mentale subjective sans effet tangible sur leur corps envoûté. Comme les rêves, le temps est déformé pendant une EBO. Une seconde devient une heure devient une semaine. Et lorsque le percepteur retourne dans son corps, il est surpris de constater que quelques minutes seulement se sont écoulées. Les projectionnistes astronomes dérivent souvent dans d'autres dimensions et se retrouvent grotesquement énormes, regardant une Terre et une Lune de la taille d'une bille. Ils traversent l'univers en entier en un instant et se retrouvent à regarder une voie lactée qui n'est devenue qu'un faible reflet de lumière dans le cosmos. Ils ont l'impression de faire partie, à l'infini, de quelque chose de beaucoup plus grand. Ces dernières années, des milliers de vaches, de moutons, de chiens et de chevaux sont morts dans des circonstances très mystérieuses. Quelqu'un ou quelque chose a drainé le sang des carcasses de manière experte et a retiré chirurgicalement leurs organes sexuels, leurs langues et leurs oreilles. C'est loin d'être un phénomène nouveau. Des vagues périodiques de mutilation d'animaux se produisent dans le monde entier depuis au moins 200 ans. Au début des années 1970, les mutilations ont connu une nette augmentation dans l'est des États-Unis. Les agriculteurs en colère en Pennsylvanie ont tenu des réunions pensant qu'ils avaient affaire à des voleurs de bétail. Et en 1975, plusieurs États du Midwest et de l'Ouest étaient dans un tumulte similaire. L'abattage insensé a atteint un sommet cet été-là et les autorités locales ont conclu qu'elles avaient affaire à une bande secrète d'adorateurs du diable. D'autres accusaient les maraudeurs venus de l'espace parce que d'étranges objets volants et des hélicoptères fantômes étaient souvent aperçus à proximité des mutilations. Nos vieux amis, les grands monstres chevelus, sont également entrés en action. Des témoins alarmés signalaient la présence de ces bipèdes géants en dehors de Pittsburgh en Pennsylvanie, simultanément à la disparition ou au massacre d'animaux domestiques. Les créatures auraient attaqué des poulaillers, envahi les porcheries, arraché la gorge de moutons malheureux et, de manière générale, mené une campagne de terreur contre nos communautés rurales. En janvier 1976, de nombreux résidents du Texas spéculaient sur le fait que leur épidémie de mutilation d'animaux était liée aux apparitions du Big Bird, qui terrorisait les résidents de la communauté Chicanos autour de Brownsville. L'oiseau, certains témoins fiables l'ont décrit comme ressemblant à un ancien ptérodactyle, avait été vu sporadiquement depuis 1945. Il peut également être lié au légendaire Thunderbird, qui apparaît fréquemment dans les légendes des Indiens d'Amérique. Des monstres géants ressemblant à des animaux ont fait du bruit dans l'outback australien.
La plupart des activités se sont concentrées autour d'une petite ville obscure appelée Goulma. Les observations du grand monstre poilu ont également été accompagnées d'ovnis et de mutilations d'animaux. Quelque chose qui a laissé des traces de pas de 15 pouces de long et 6 pouces de large a apparemment brisé le cou de plusieurs bovins. Plusieurs chiens ont également été tués ou ont disparu. Les monstres poilus ont été vus à plusieurs reprises par des témoins fiables en mai 1975, lorsque des mutilations animales ont atteint des proportions épidémiques. Les observations de soucoupes volantes ont atteint un pic à la même époque à Goulma, Wellington, Jerry et Goulgong en Nouvelle-Galles du Sud. À l'autre bout du monde, dans la province de Södermanland en Suède, les agriculteurs ont été pris d'assaut par une soudaine épidémie de mutilation au printemps 76. Comme dans les cas américains, les mutilateurs ont ignoré les morceaux de viande comestibles et ont retiré les organes inutiles comme le cœur et les organes sexuels. Dans presque tous les cas, les carcasses avaient été vidées de leur sang. De nombreux monstres poilus ont également été observés en Suède et bien sûr les soucoupes volantes sont un spectacle familier dans les provinces peu peuplées au nord du cercle arctique. Alors que j'enquêtais sur les mutilations d'animaux au milieu des années 60, j'ai été perplexe devant l'absence constante de sang. Un animal fraîchement tué saigne abondamment et il devrait toujours y avoir des traces sur le sol, l'herbe et les environs. Les mutilateurs fantômes accomplissent l'impossible. Ils parviennent à tuer et à découper leurs victimes sans verser une goutte de sang. Plus bizarre encore, ils parviennent à drainer tout le sang des carcasses sans laisser une seule trace de piqûre révélatrice. Des vétérinaires et des pathologistes expérimentés ont minutieusement examiné le corps des animaux mutilés, sans trouver autant qu'une ponction ou une incision chirurgicale sur la carcasse exsangue. Une théorie courante suppose que les animaux sont d'abord abattus par un pistolet tranquillisant. Ces armes sont rares, leur utilisation nécessite une certaine formation et elles utilisent un agent tranquillisant à base de nicotine. Des traces de nicotine doivent être présentes dans divers organes, même si le sang a été prélevé. À défaut de trouver de telles traces, les autorités sont déconcertées. Ces animaux sont-ils d'abord paralysés par une force mystérieuse, comme l'ont souvent été les humains en présence d'ovnis ? Au lieu d'utiliser des drogues, les mutilateurs utilisent peut-être une forme d'énergie électrique qui immobilise tout le système nerveux. Dans d'innombrables affaires concernant les hommes en noir, des témoins ont affirmé avoir ressenti un engourdissement ou une paralysie lorsqu'ils ont été confrontés à eux. En Europe centrale, ces hommes mystérieux étaient autrefois considérés comme des vampires maléfiques. Selon la légende, ils paralysaient d'abord leurs victimes d'un regard hypnotique, puis buvaient leur sang. Ces légendes pourraient-elles être fondées sur des faits ? Heureusement, il n'y a pas eu de cas vérifiables de vampirisme à l'époque moderne, mais il y a de nombreuses disparitions de personnes chaque année, et on peut supposer que les vampires modernes sont maintenant assez intelligents pour cacher ou enterrer les preuves incriminantes. Ou peut-être ont-ils tourné leurs pratiques sanguinaires vers des animaux, car tuer des êtres humains est devenu trop difficile et trop compliqué. Tout cela fait revivre une des théories les plus effrayantes d'Ivan Sanderson, que la Terre est une ferme et que nous sommes la culture. Les ovnis font-ils des raids fréquents sur nous pour satisfaire leur soif de sang, opérant derrière un écran de fumée de tromperie et de confusion ? Une autre théorie qui a reçu un soutien populaire dans les années 70 est que les mutilations d'animaux sont l'œuvre d'un culte secret au diable. De tels cultes existent, et ont toujours existé, mais les pires des rites de la magie noire impliquent le sacrifice de petits enfants et non de troupeaux entiers de moutons. Tout culte capable de se répandre sur une douzaine d'États, en même temps abattre des milliers d'animaux et ne laisser aucun indice doit être très important, très bien financé et très bien organisé, mais s'ils pouvaient se permettre de fonctionner à l'échelle nationale, voire internationale, ils pourraient certainement aussi se permettre de maintenir leur propre ranch et abattoir. Ils n'auraient pas besoin de se faufiler dans les pâturages de l'Oklahoma pour drainer le sang de quelques vaches choisies par hasard. Cependant, de nombreux indices erronés ont été donnés pour indiquer l'existence d'un culte de l'abattage d'animaux. Des experts comme Jerome Clark et Ed Sanders, célèbre pour son étude sur la secte de Charles Manson, ont en fait interrogé des personnes qui prétendaient savoir quelque chose sur cette secte. Mais comme la police, ils sont finalement arrivés les mains vides. Cependant, il y a parfois un rapport surprenant concernant de mystérieux hommes cagoulés vus dans les zones de mutilation. Dans les années 1960, une femme de l'Ohio a affirmé que des hommes de grande taille, en vêtements blancs, tuaient ses vaches. Elle les avait poursuivis avec un fusil de chasse et était étonnée qu'ils puissent sauter des clôtures hautes avec une apparente facilité. En septembre 1975, Don Mitchell, un employé du service forestier, a rapporté avoir vu des hommes cagoulés dans un endroit appelé Cabin Creek, dans l'Idaho. Les vaches du corral faisaient beaucoup de bruit mais sont soudainement devenues très silencieuses. Mon cheval aussi était silencieux et regardait le flanc de la colline. J'ai pensé qu'il y avait peut-être des élans et j'ai avancé pour voir. Quand je me suis approché d'un groupe de saules, je les ai vus. Deux types avec des robes à capuchon noir, l'un mesurant environ 1,50 m et l'autre 1,80 m. Le plus grand avait un sac de toile sur l'épaule qui semblait vide. Il se déplaçait à un très bon rythme et se dirigeait tout droit vers Cove Creek. Mitchell se trouvait à environ 50 mètres des deux hommes, et même s'il était à cheval, il n'a pas pu les rattraper.
Plus tard, des agents du département du shérif du comté de Blaine ont fouillé la zone avec des résultats négatifs. Pourquoi quelqu'un qui se déplace dans une région boisée aussi éloignée se donnerait-il la peine de porter de longues robes noires? C'est comme porter un smoking pour aller à la chasse. Il y a eu de nombreux rapports étranges sur des hommes cagoulés qui ont été vus dans de nombreuses parties du monde, sautant à travers les routes en Angleterre, s'affrontant sur des routes isolées dans le Minnesota et en Virginie occidentale, s'enfuyant de vieilles fermes en Nouvelle-Angleterre. Qui sont ces hommes? Pourquoi systématiquement porter une capuche et une longue robe? Ces gens ne nous ressemblent probablement pas du tout. Pour pouvoir se déplacer parmi nous, ils doivent couvrir leur corps éventuellement étranger de la tête aux pieds. Sous ces robes, ils peuvent être complètement différents. Avec des millions de personnes qui sillonnent nos routes chaque jour, il n'est pas surprenant que les dunks, les conducteurs anonymes, soient de plus en plus fréquents. La littérature sur les ovnis est maintenant remplie de rapports sur les choses étranges qui arrivent aux gens dans les voitures. La majorité de nos rapports sur les monstres et les grands humanoïdes poilus proviennent d'automobilistes solitaires, généralement ceux qui conduisent seuls sur les routes de campagne, tard dans la nuit. Le récit le plus courant concerne une voiture qui prend un virage et tombe soudainement sur un ovni posé ou un monstre qui traîne comme un animal cherchant à passer de l'autre côté de la voie. De nombreux épisodes classiques des annales des ovnis ont commencé de cette façon. Ajoutez à cela le nombre croissant d'histoires de témoins qui se sont arrêtés innocemment pour aider ce qui semble être un compagnon de route en détresse, pour être soudainement attaqués par des types de genre Men in Black qui les avertissent sinistrement de garder le silence sur quelque chose qu'ils ont vu précédemment. Il est facile de conclure que la conduite automobile peut vraiment être dangereuse pour la santé. Des pilotes qui ont survécu à des expériences éprouvantes dans le célèbre triangle des Bermudes ont rapporté que leurs radios et leurs instruments se sont détraqués et qu'ils se sont sentis physiquement et mentalement désorientés, des indices pointant vers la pollution électromagnétique. Mais comme il n'y a pas de tour de relais ou de radar dans l'Atlantique, quelle pourrait en être la source? Nous savons que des faisceaux d'énergie sur toutes les fréquences baignent constamment la Terre depuis l'espace. Certains de ces faisceaux sont piégés ou du moins affaiblis par la ceinture de Van Allen et l'atmosphère de la planète. Mais certains de ces faisceaux passent intacts et balayent notre planète à peu près de la même manière que nos faisceaux radars ont exploré Vénus et Mars. Se pourrait-il qu'un habitant d'un monde lointain examine notre globe à l'aide d'un radar et qu'à l'occasion, lorsqu'un humain est pris dans une de leurs sondes, il fasse tomber sa voiture d'une falaise ou plonge son avion dans l'océan? De nombreux automobilistes ont maintenant connu des distorsions temporelles bizarres que les psychologues et les radiologues ne peuvent pas expliquer parce qu'ils ont parcouru de grandes distances dans des délais incroyablement courts. Dans un certain nombre de cas bien documentés, des avions sont également passés par l'une de ces inexplicables distorsions du temps. De telles distorsions de l'espace ne peuvent être expliquées que par une déformation directe et mystérieuse de notre réalité physique elle-même. Si vous dessinez deux points sur un morceau de papier, ils restent à une distance fixe tant que leur réalité, autrement dit le monde bidimensionnel du papier, reste statique. Mais si vous pliez le papier, vous pouvez rapprocher les points. En le pliant, vous avez modifié son état physique. L'espace lui-même peut être plié d'une manière ou d'une autre de sorte que la réalité immédiate d'un avion ou d'une voiture est altérée, et la distance apparemment fixe entre les points A et B est modifiée. Les machines et les personnes prises dans ces déformations de l'espace subissent également une compression du temps. Il est maintenant prouvé que certains ovnis sont entourés d'un champ de force qui exerce une forte influence sur les coordonnées spatio-temporelles de notre réalité. Il ne s'agit pas d'une attraction gravitationnelle au sens où on l'entend, mais elle possède certaines des caractéristiques de la gravité. Nous pouvons théoriser qu'un dunk se produit lorsqu'un objet en mouvement entre dans la périphérie d'un tel champ. Un objet stationnaire, en revanche, pourrait ne pas être physiquement affecté lorsque vous pliez le papier. De plus, plus l'accélération de l'objet est importante, plus le changement est important lorsqu'il passe à travers la chaîne. Ainsi, un avion à réaction subira un changement plus important dans l'espace et dans le temps qu'une voiture en pleine vitesse. Un être humain debout ou marchant dans la même zone déformée subira un changement beaucoup moins prononcé. Il peut ne perdre que 5 minutes environ et ne parcourra que quelques mètres. Une voiture se déplaçant dans la même zone déformée peut perdre 20 ou 30 minutes et parcourir plusieurs kilomètres. Une balle passant à travers la chaîne pourrait théoriquement parcourir des milliers de kilomètres et retomber au sol des jours après avoir été tirée. Certains des objets répartis qui apparaissent continuellement, soudainement et inopinément peuvent être les sous-produits de ces chaînes. Si les soucoupes volantes sont généralement à l'origine des dunks, il est possible que ces distorsions errantes soient un phénomène naturel et que les ovnis aient appris à les utiliser. Si nos scientifiques se mettaient au travail et se rendaient sur le terrain pour étudier ces choses, nous pourrions trouver un moyen de tirer parti de ces anomalies naturelles. Nous pourrions découvrir que nous pouvons les prendre en stop et voyager de New York à Los Angeles en quelques secondes. L'endroit logique pour commencer de telles recherches est l'une des centaines de routes mystérieuses comme l'Interstate 15 de l'Idaho. Peut-être que si vous pouvez apprendre pourquoi les conducteurs parfaitement compétents sortent soudainement de la route, nous pouvons aussi apprendre comment éliminer complètement les routes. Les compagnies pétrolières n'apprécieraient pas du tout, mais le monde de Star Trek est peut-être au coin de la rue ou au prochain virage de la chaîne. L'homme est pris comme un pion dans un jeu d'échecs céleste, sombre et interdit.
Des événements qui semblaient totalement insensés pour une génération allaient soudain acquérir une signification importante plusieurs générations après. Nous avons essayé de rationaliser notre situation avec des théologies et des cosmologies inventives. Nous avons réécrit l'histoire jusqu'à ce qu'elle corresponde à nos idéaux et dissimule nos motivations souvent hideuses. Notre véritable histoire est devenue un mythe et nos mythes sont devenus notre substitut à l'histoire. Cette partie de l'histoire et de la préhistoire qui se situe au-delà de nos faibles souvenirs a été remplie pour nous par des entités qui prétendaient appartenir aux Watchers. Une histoire orale a été transmise aux hommes qui se sont associés aux Watchers et nous en avons accepté une grande partie sans poser de questions. Après la destruction des grandes bibliothèques de Chine et d'Égypte, nos prophètes ont rempli les chapitres perdus du progrès humain. Nous avons traversé des âges de magie où la superstition et la peur de l'inconnu ont jeté de profondes ombres sur le psyché humain. Plus tard, lorsque nous avons embrassé à nouveau les seigneurs cosmiques et sommes devenus les esclaves de l'âge des ténèbres, nous avons réécrit l'histoire. En 1848, nous avons commencé la longue et douloureuse évasion du système Dieu-roi et sommes entrés dans l'ère industrielle moderne. Les idéologies politiques ont remplacé la religion en tant que force qui nous animait, et les anciens dieux sont devenus brumeux et mythiques tandis que les nouveaux dieux, les prétendus êtres venus de l'espace, apparaissent dans nos champs agricoles. Ashtar, le chef autoproclamé de la Fédération intergalactique, n'est-il pas qu'une version actualisée de Ashtoreth, la déesse aux multiples poitrines des anciens ? Peter Tompkins, un des principaux experts en pyramides, a déclaré « À mesure que l'on en découvrira davantage, cela pourrait ouvrir la porte à une toute nouvelle civilisation du passé et à une histoire de l'homme beaucoup plus longue que ce qui nous a été crédité jusqu'à présent. » On suppose généralement que les îles britanniques étaient peuplées de tribus dispersées de type d'hommes de cavernes très primitifs à l'époque où Stonehenge et les Lays ont été construits. Les Lays sont des lignes droites supposées reliant 3 sites préhistoriques ou antiques ou plus, parfois considérées comme lignes d'une ancienne piste et associées par certains à des lignes d'énergie et à d'autres phénomènes paranormaux. Pourtant, de récentes études informatiques ont montré que Stonehenge était une structure très sophistiquée, construite par quelqu'un ayant une connaissance moderne de l'astronomie. Ce n'est guère l'œuvre d'hommes des cavernes. Et les digues étaient déjà anciennes lorsque les Romains ont envahi le site. En fait, les Romains ont construit certaines de leurs routes le long des anciennes Lays. La Grande Pyramide existait peut-être déjà au moment de la formation des premiers empires égyptiens, tout comme les grands tertres d'Amérique du Nord et du Sud étaient déjà là lorsque les premiers Indiens sont arrivés sur les lieux. La question qui reste sans réponse est la suivante. Qui a précédé l'homme moderne et que lui est-il arrivé ? Une seule certitude, ils ont été inspirés par quelque chose ou quelqu'un pour construire de grands marquages au sol qui ne peuvent être vus que depuis les airs. Les Lays d'Angleterre étaient passés inaperçus pendant des centaines d'années jusqu'à ce que M. Watkins les aperçoive du haut de sa colline. Depuis lors, les relevés aériens ont permis de découvrir des figures gigantesques taillées dans les collines et les vallées de Grande-Bretagne. Aux États-Unis, de nombreux grands monticules de l'Ohio, du Minnesota et du Mississippi sont construits pour ressembler à des figures de serpents et d'éléphants. Les bêtes ont disparu en Amérique du Nord depuis plusieurs milliers d'années. Encore une fois, vous pourriez vous tenir au sommet d'un de ces monticules et ne jamais reconnaître sa véritable forme. On ne peut les voir que depuis les avions. De la Floride à la Californie, il existe des motifs complexes de lignes découpées dans le sol et visibles uniquement depuis les airs. Tout comme les étonnantes lignes de Nazca dans le désert péruvien, forment des araignées, des serpents et d'autres animaux ne peuvent être reconnus que depuis un avion. Pourquoi nos anciens ancêtres ont-ils consacré tant de temps et d'énergie à la construction de ces monticules et dessins apparemment sans valeur ? Jusqu'au voyage aventureux de Marco Polo, la Chine était très isolée du monde occidental. Il n'y avait pas de communication entre la Chine ancienne et la Grande-Bretagne ancienne, et pourtant, ces deux pays très éloignés l'un de l'autre entretenaient des légendes identiques de grands dragons. Le long des terres anglaises, d'innombrables églises et monuments ont été érigés pour commémorer les batailles historiques avec des dragons féroces, des animaux hideux qui étaient décrits de la même manière que les dragons chinois. Mais la tradition chinoise du dragon va au-delà des simples combats avec des animaux sauvages. Les Chinois ont tracé des chemins de dragons en notant que des objets volants étranges apparaissaient année après année, suivant le même itinéraire. Ces routes devinrent sacrées, et les personnes de haut rang furent soigneusement enterrées dans des monticules plantés le long de ces routes. Les Chinois ont également développé leur concept complexe du yin et du yang, croyant que les courants électromagnétiques ou les champs de force suivaient des lignes spécifiques. Ce champ a été tracé au fil des siècles et marqué de la même manière que les Lays d'Angleterre. Dans les années 1950, le principal ufologue français, Aimé Michel, a découvert que les ovnis suivaient des itinéraires spécifiques sur la France année après année. Des ufologues comme le regretté Dr Fontes du Brésil ont prolongé cette découverte et ont essayé de retracer les itinéraires des ovnis dans le monde entier. Ce mystère de la ligne droite est devenu une controverse ufologique. Certains scientifiques disaient que cela marchait, d'autres appelaient cela de la foutaise. Ici, aux États-Unis, on a remarqué que les ovnis semblaient apparaître fréquemment dans les zones de monticules de l'Ohio
et semble même traverser des lignes entre ces zones. Cette planète est entourée d'un champ magnétique qui suit différents parcours dans différentes parties du monde. Les endroits marqués par des anomalies magnétiques et des déviations de la boussole semblent connaître plus d'observations d'OVNI que les endroits où le magnétisme naturel est plus normal. Plus curieux encore est le fait que de nombreux temples anciens, tant en Orient qu'en Occident, ont été soigneusement construits directement sur des anomalies magnétiques. Comment les peuples anciens ont-ils localisé ces endroits? Leur science était-elle aussi avancée que la nôtre? Il se pourrait qu'ils aient localisé ces lieux par la seule observation, en étudiant les vols d'objets mystérieux siècle après siècle, jusqu'à ce qu'ils aient déterminé leurs itinéraires exacts et qu'ils aient pu marquer les endroits où ces itinéraires se croisent. Ont-ils ensuite disposé des dessins au sol pour guider ces visiteurs aériens ou leur rendre hommage d'une manière ou d'une autre? Des preuves que les peuples anciens avaient une connaissance incroyable de l'astronomie ont été trouvées dans le monde entier. Les calendriers de pierre trouvés en Amérique du Sud sont précis jusqu'à la virgule. D'anciennes archives du Moyen-Orient révèlent des connaissances qui n'auraient pu être acquises qu'en utilisant des télescopes et des instruments sophistiqués. Les systèmes complexes de Leys de la Grande-Bretagne et de la Chine prouvent que les peuples anciens en savaient autant ou plus sur le champ magnétique terrestre que nous-mêmes. De nombreuses légendes des premiers hommes suggèrent que le peuple du ciel qui a autrefois visité la Terre nous a enseigné les rudiments de l'agriculture et de l'astronomie. Ces dieux mystérieux avaient une telle importance dans la vie des anciens que les seules traces qui restent de certaines civilisations anciennes sont les monuments et les temples en pierre construits en hommage aux dieux. Est-il possible que ces gens du ciel aient pu tromper les premiers hommes pour qu'ils construisent des balises pour les aider dans leur sortie sur cette planète? Les Leys étaient sans valeur en tant que route, mais ils indiquaient le flux des courants magnétiques. Le vaisseau du peuple du ciel dépendait-il de ces courants comme un planeur dépend des courants aériens? Avons-nous cartographié toute cette planète pour satisfaire les besoins des mystérieux dieux aériens? Le Dr Reich est peut-être sur la bonne voie. Il y a peut-être des forces qui nous entourent et qui étaient bien connues des peuples anciens, qui ont été définies de façon vague dans l'art mathématique de l'astrologie et qui sont une partie essentielle du mystère des ovnis. Que se passerait-il lorsque nous connaîtrons enfin les réponses à ces énigmes? Commencerons-nous à travailler sur nos propres Leys, ou après avoir percé les secrets de l'univers, disparaîtra-t-on aussi soudainement et mystérieusement que les savants anciens?